Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Grazini. Je serai pour cette session accompagné de Adrien Bréfort. Nous sommes tous les deux Solution Architect AWS et nous serons accompagnés par Laurent Caillot qui est Product Owner Cloud chez EDF. Bienvenue dans notre session de 0 à 60 000 requêtes par seconde en 1 minute. Dans cette session, nous allons vous parler de serverless. Nous allons vous montrer quels sont les avantages du serverless. Nous allons vous expliquer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, comment est-ce que vous pouvez développer une application en serverless très rapidement et très facilement. Nous allons vous montrer comment cette application qui n'existe pas vraiment, en réalité elle existe parce qu'on a enregistré les démos, mais on pourrait dire qu'elle n'existe pas vraiment, comment elle va être capable de passer à de supporter 60 000 requêtes par seconde pendant cette session. Et nous allons avoir le témoignage de Laurent, de l'entreprise EDF, qui va vous expliquer comment eux ressentent les bénéfices de l'utilisation du serverless. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait envie de vous donner quelques chiffres pour parler de serverless et pour rappeler l'échelle des services aujourd'hui serverless AWS. Donc on a un service qui s'appelle AWS Lambda, qui vous permet d'exécuter, vous écrivez du code, vous l'exécutez sur AWS, et vous n'avez rien d'autre à gérer que le paramétrage de votre fonction et l'écriture du code de votre fonction. Ce service aujourd'hui, il traite des dizaines de trillions de requêtes chaque mois. C'est un chiffre que moi je n'arrive même pas à me représenter personnellement. Un chiffre que j'arrive un petit peu mieux à me représenter, c'est que ce même service a plus d'un million de clients actifs chaque mois également. Si plutôt qu'écrire une fonction lambda, vous préférez utiliser des containers, on a aussi des services serverless qui font ça, notamment ECS Fargate. Et ce service gère aujourd'hui, il y a plus de 2,25 milliards, donc on est encore dans une autre dimension, de tâches qui sont lancées chaque semaine ce coup-ci. On n'est plus au niveau du mois, on est au niveau de la semaine. Donc quand on vous dit que nos services tiennent la charge, notamment ces services serverless, on ne parle pas de petites charges, on parle de plusieurs dizaines de trillions. Mais le serverless, c'est quoi? Parce que c'est bien beau de dire on va faire du serverless, mais peut-être qu'on devrait partir tous sur des bonnes bases et se demander ce qu'est le serverless, parce que pas forcément tout le monde connaît. L'idée du serverless, c'est que pour vous, vous ne verrez pas de serveur quand vous utiliserez ces services-là. Évidemment, on a l'habitude de dire que le cloud, quand on utilise le cloud, c'est forcément l'ordinateur de quelqu'un. Il n'y a pas de magie là-dedans, nous ne sommes pas des sorciers. Et donc, nous, à AWS, nous allons mettre en place des infrastructures qui vont vous permettre à vous de ne pas vous soucier de la partie serveur, mais à un niveau qui est assez élevé, puisqu'on va monter quasiment au niveau des API. Ce que vous allez faire quand vous allez utiliser du serverless, vous allez surtout vous concentrer sur votre logique métier, c'est-à-dire ce qui va apporter de la valeur à votre entreprise. A priori, vos entreprises, sauf dans certains cas particuliers, vous n'avez pas vraiment de valeur à changer des disques durs. Ça, c'était déjà le cloud. Mais au-delà de changer des disques durs et de gérer de l'infrastructure physique, votre entreprise n'a pas vraiment de valeur non plus à faire du patching de système d'exploitation. C'est ça que va vous permettre de faire le serverless. C'est d'abstraire toute cette couche serveur, passage à l'échelle, réflexion autour de la disponibilité. On va faire une abstraction de tout ça. Vous vous concentrez sur votre logique métier et nous nous occupons du reste. J'ai parlé d'AWS Lambda. Aujourd'hui, sur AWS, on a toute une panoplie de services qui sont serverless. Donc, serverless, j'ai oublié de préciser, hein, si on traduit en français, ça veut dire sans serveur. Je crois que le mot aujourd'hui est suffisamment répandu pour qu'on puisse utiliser le mot serverless ensemble, si ça ne vous dérange pas. Donc, on a toute une panoplie de services. Vous allez pouvoir à peu près tout faire en serverless. Vous allez évidemment avoir du stockage. D'abord, le serverless n'a rien de nouveau. S3 qui est un service sans serveur, quand vous mettez des objets, quand vous stockez des objets sur Amazon S3, vous ne vous posez pas la question est-ce qu'il y aura la place pour stocker cet objet? Est-ce que cet objet sera hautement disponible? On gère tout ça pour vous. Vous stockez l'objet. Amazon S3 est un service qui est sorti en 2006. C'est un des tout premiers services qui est sorti sur AWS et c'était déjà un service serverless. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous pouvez faire du stockage en serverless. Vous pouvez évidemment faire, on a toute une panoplie de bases de données et de services d'analytique. On a des services d'intelligence artificielle, notamment Amazon Bedrock. Je suis à peu près persuadé que si vous assistez à des sessions, vous en avez entendu parler, je ne vais pas insister dessus, mais on peut faire de l'intelligence artificielle générative donc en serverless. On va avoir des services dits d'intégration, comme par exemple API Gateway. Si vous voulez créer une API, on a un service pour ça. On a un service aussi, on va revenir dessus un peu plus tard, qui s'appelle Step Function, qui va vous permettre de gérer des workflows, tout ça sans avoir à commissionner le moindre serveur.
Et surtout, on a des services dits de calcul. C'est là où vous allez écrire votre code et l'exécuter. Que ça soit, si vous êtes à l'aise et très moderne, vous allez pouvoir utiliser Lambda, ça s'applique très bien à certains use cases. Ou si vous préférez simplement containeriser vos applications existantes ou faire des containers, on a aussi des services de containers pour lesquels vous vous occupez du container et nous nous occupons du cluster sous-jacent. Ce qui est marrant quand on pense serverless, pour avoir un petit peu pratiqué avec des clients, c'est que nos clients pensent informatique. Serverless égale informatique. Et donc, ils s'attendent, quand ils viennent utiliser le serverless, à trouver des bénéfices pour leurs équipes informatiques. Ces bénéfices, ils les trouvent. Évidemment, comme je disais, les clients viennent faire du serverless parce qu'ils ne veulent plus gérer du patching d'OS. Ils veulent simplifier leur gestion et leur maintenance opérationnelle de leur site, la maintenance de leurs applications, de leurs services. Ces avantages-là, ils les trouvent. Là où ça devient très intéressant, c'est quand on va un niveau plus loin et on se rend compte assez rapidement que une fois que les services informatiques des entreprises ont adopté le serverless, il y a un vrai impact au niveau des métiers, non plus des équipes informatiques, mais au niveau des métiers. Et ces trois impacts sont principalement que l'entreprise en général devient plus agile. On va revenir sur ces trois fondamentaux, sur ces trois impacts métiers, pardon. Donc l'entreprise devient plus agile. En général, les charges de travail, les workloads sont plus performants. Et quand on fait du serverless, très souvent, et on a des études qui le montrent, je vais revenir dessus, les solutions sont plus économiques. Quand on parle de plus économique, il faut bien penser en coût total de la solution et pas uniquement coût d'infrastructure, coût AWS versus coût d'ordinateur. On appelle ça un TCO, Total Cost of Ownership. Et donc ce que je vous propose, c'est de revenir sur ces trois impacts métiers et de vous détailler ce que nos clients voient quand ils font du serverless. Pourquoi est-ce que quand on fait du serverless, en général, à terme, on augmente l'agilité de l'entreprise? Tout simplement parce que les équipes informatiques auront moins de code à écrire. J'ai expliqué qu'on avait un service qui s'appelle Lambda, qui vous permet de vous écrivez le code, votre logique métier, uniquement votre logique métier, et si vous voulez mettre une API en place, vous utilisez API Gateway. Et donc finalement, vous n'avez pas besoin de coder vous-même la logique, la glue entre votre code métier, entre une API, etc. Vous utilisez des services sur étagère, Lambda, API Gateway, et vous vous concentrez sur l'écriture de votre code métier. Vous vous concentrez aussi également, je ne l'ai pas précisé, sur l'écriture du code de l'infrastructure. On appelle ça faire de l'infra as code, parce que ça a beau être des services sur étagère serverless, vous pouvez néanmoins écrire certains paramètres. Et donc, vous allez écrire uniquement votre logique métier et l'infra as code. Vous aurez une maintenance réduite, je vous l'ai expliqué. Vous n'avez plus à, j'aime bien parler de patching d'OS, vous n'avez plus à patcher vos OS. On prend en charge une grande quantité de la partie maintenance de votre côté. Vous allez bénéficier automatiquement, je vais revenir dessus un peu plus tard, de la mise à jour des services. Quand on met à jour AWS Lambda, historiquement, de mémoire, on facturait à la centaine de millisecondes près. Aujourd'hui, on est passé à la milliseconde près. Nos clients n'ont pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour bénéficier de la mise à jour du service AWS Lambda. Donc, en termes de maintenance opérationnelle, elle est tout simplement extrêmement réduite. Ça permet accessoirement de réduire la dette technique souvent. Et vous avez des fonctionnalités intrinsèques qui sont là. Si je reprends mon exemple d'API Gateway, si je veux mettre en place une API et que je veux limiter pour certaines classes d'utilisateurs le nombre de requêtes par seconde, par exemple, c'est une fonctionnalité qui existe dans API Gateway. Je n'ai pas besoin de recoder intégralement un système de gestion d'API qui va m'apporter ces fonctionnalités. Ces fonctionnalités sont là. Je parlais d'études, je disais que il y a beaucoup d'études sur le sujet du serverless. J'ai retenu une étude qui a été faite par Deloitte en septembre 2023. Et cette étude, ce qu'elle dit, en fait, Deloitte a été voir nos clients dans différentes industries, la santé, l'automobile, etc. Et ils ont fait des interviews et ils ont comparé des charges de travail qui tournaient en serverless et des charges de travail qui tournaient sans serveur. Et une de leurs conclusions, c'est que le serverless permettait de réduire les temps de développement jusqu'à 68%, grâce aux avantages dont j'ai parlé. Je vous ai dit que vous aviez du code à écrire, du code d'infrastructure et votre code métier. Si jamais vous démarrez à peine dans le serverless, vous avez peut-être envie d'aller plus vite encore que de devoir écrire le code d'infrastructure. Et donc c'est là, nous, on est là pour vous apporter cette agilité au maximum, et c'est ce que va vous montrer mon collègue Adrien. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus vite?
Je te remercie. Donc effectivement, le but, on vous parle d'agilité, mais le but c'est de concrétiser cette agilité-là. Comment écrire le moins de code possible et avoir un prototype le plus rapidement possible. Donc, un des moyens de le faire, c'est d'utiliser Application Composer. J'ai une démonstration d'Application Composer, donc on va aller dans la console Application Composer, et ici on va créer un nouveau projet. Donc une fois que j'ai mon nouveau projet qui est créé, on vous parle d'API Gateway, donc je vais positionner une API Gateway, et voilà, j'ai mon API Gateway, je vais pouvoir aller la modifier, et là je vais rajouter des méthodes. Donc par exemple ici, une méthode get sur un item, un élément. Donc par exemple, je veux gérer un stock, par exemple. Donc je vais vouloir récupérer la liste des choses que j'ai dans mon stock, et vouloir déposer des choses dans mon stock. Donc j'ajoute mes endpoints sur l'API, et puis on vous a parlé de lambda, il va falloir que j'implémente les fonctionnalités de ces endpoints. Donc je crée une première fonction lambda, et ici par exemple je vais avoir une fonctionnalité qui s'appelle listItems. Donc je vais choisir Python 3.12, je vais choisir d'utiliser Graviton, donc ARM64 pour avoir de meilleures performances, un meilleur rapport coût-performance, et puis en mémoire, 128 mégaoctets de mémoire vive suffiront largement. Je vais faire la même chose une deuxième fois, avec une deuxième fonction lambda qui s'appelle createItem, qui va me permettre, encore une fois en Python, mais j'aurais pu utiliser le langage que je veux. C'est aussi l'intérêt, hein, c'est de pouvoir avoir le meilleur langage pour chaque tâche. Je vais pouvoir ensuite associer ces deux lambdas à mon API Gateway de manière totalement graphique et totalement naturelle. Et voilà, j'ai associé mes lambdas qui pourront implémenter les fonctionnalités de mon API. Donc évidemment, je veux stocker les informations sur mon stock. Je crée une table DynamoDB, qui est une table NoSQL serverless, et je vais y associer mes fonctions lambda pour pouvoir donner accès à mes fonctions lambda à ma table DynamoDB. Donc là, si je regarde dans les détails, pour chaque fonction lambda, je vais avoir des permissions. Donc ici, par exemple, pour le listing des items, je vais rajouter des accès en lecture. Et pour la création de nouveaux éléments dans mon stock, je vais rajouter des droits en écriture. Voilà. Et puis ici, on peut voir que je peux référencer ma table par une variable d'environnement que je vais réutiliser dans mes fonctions ensuite, quand je souhaiterais écrire dans ma table. Je sauvegarde ça, et je vais aller voir ce à quoi ça ressemble. Donc ça me donne un modèle SAM, donc Serverless Application Model. C'est un outil de déploiement d'infrastructure qui va utiliser CloudFormation, notre outil d'infrastructure as code, pour déployer tous ces éléments pour moi. Donc je n'ai pas eu à écrire tout ce fichier YAML, il a été écrit pour moi, et maintenant je vais le synchroniser localement sur ma machine, pour y accéder avec mon environnement de développement. Donc là je suis dans mon environnement de développement, on peut voir que je retrouve bien ce fichier YAML avec toute mon infrastructure. Je peux le modifier des deux côtés, c'est pas un problème. Et ici je vais trouver mes fonctions en Python. Alors là j'ai implémenté le code un peu à l'avance, mais on va bien retrouver une référence à ma table DynamoDB, et ici, je vais faire un put item dans ma table DynamoDB. Donc voilà, c'est un code très très simple en Python pour ajouter des éléments dans ma base. Et ici, la même chose pour list items, je vais aller lire le contenu de ma base, sans pagination ni rien, hein, on est vraiment sur une implémentation très très simple, mais en tout cas, je vais afficher ce qu'il y a dans ma base de données. Ce qui est sympa aussi, c'est que je vais pouvoir directement éditer ce schéma dans mon IDE. C'est pas obligatoire de le faire depuis la console. Donc vous pouvez le faire depuis la console ou depuis votre IDE. Et une fois que c'est fait, je vais déployer tout simplement mon infrastructure. J'ai caché mon numéro de compte. Mais voilà, on peut voir que CloudFormation va maintenant déployer toutes les ressources que j'ai créées graphiquement en à peine quelques minutes. Donc j'ai ma table DynamoDB, j'ai mes lambdas, j'ai mon API Gateway, tout est déployé avec les bonnes permissions. Donc maintenant, je vais vouloir aller vérifier si ça s'est bien passé. Donc je vais dans CloudFormation, et ici je retrouve bien ma stack, ma pile CloudFormation, et je vais retrouver mon API, et j'ai là l'URL de mon API qui a été déployé. Je vais maintenant tout simplement déposer un objet dans mon stock, donc un dé de jeu de rôle à 10 € par exemple. Et puis, je vais ensuite aller le récupérer. Donc cette fois-ci, je fais un get
Et là, mon API fonctionne. Voilà, en à peine quelques minutes, j'ai pu prototyper une API en serverless sans même avoir à écrire du code de gestion d'infrastructure. Je te laisse la parole. On va parler de, pardon, on va parler de performance. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que cette application n'existait pas il y a une quinzaine de minutes. Évidemment, c'est une application simple, mais ça vous montre à quelle vitesse vous pouvez être agile et innover. Notamment, on est loin de la mise en place d'un cluster de containers, par exemple, qui, certes, fonctionne bien, mais prend un certain temps. Mais est-ce que cette application qu'on a été développée va supporter la charge et va être performante? Ben, en réalité, oui. Pourquoi est-ce que les charges de travail sont plus performantes souvent quand on fait du serverless? Tout simplement parce que si vous travaillez avec des serveurs, vos architectes, ils doivent réfléchir à la disponibilité de leurs applications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place, par exemple, des serveurs sur différentes zones de disponibilité pour que s'il y en a une qui ne fonctionne plus, ça continue de fonctionner. Quand vous utilisez du serverless, AWS s'occupe de tout ça pour vous. Vous avez juste à regarder le SLA du service, par exemple le SLA de S3, le SLA de Lambda, la durabilité des objets dans S3. Donc vous n'avez pas à vous soucier d'architecturer sur différentes zones de disponibilité. Nos services, souvent en serverless, vont s'adapter automatiquement à la charge. Encore une fois, ce n'est pas magique, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, c'est juste que nous, on met en place des systèmes qui vont supporter votre charge. Vous n'avez pas besoin de faire du capacity planning à l'avance et de réfléchir quelle va être la charge de travail et la charge que doit supporter mon application. La sécurité, c'est le premier de nos jobs. Vous bénéficiez évidemment de tout ça dans un environnement sécurisé puisque c'est fait par AWS et qu'on y met beaucoup d'efforts. Si on revient sur notre application qu'on a développée, elle est faite en lambda. Pour parler de charge, il faut qu'on comprenne comment est-ce que ça fonctionne. En fait, quand vous mettez une lambda quand vous ouvrez un compte AWS, vous allez avoir une limite. Vous allez pouvoir exécuter 1000 fonctions lambda en parallèle sur une région. Cette limite, vous pouvez la changer. Il y a une autre limite. En fait, quand on parle de passer à l'échelle en serverless, c'est pas non plus magique. En réalité, il y a un taux de passage. Vous ne passez pas de 0 à 1 million instantanément. Et donc ça s'appelle le taux de mise à l'échelle. Et le taux de mise à l'échelle, si on prend un service comme Lambda comme exemple, c'est un taux de... déjà, je parlais des mises à jour automatiques. Pour reInvent, donc notre summit mondial, en novembre dernier, on a annoncé des nouveautés sur Lambda qui permettent de passer à l'échelle jusqu'à 12 fois plus rapidement. Et ces nouveautés, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous êtes capable de... Si vous démarrez une fonction Lambda, vous êtes capable d'avoir 1000 exécutions simultanées. Au bout de 10 secondes, vous allez pouvoir augmenter de 1000 exécutions simultanées. Et donc, si vous vous souvenez du titre de notre présentation, de 0 à 60 000 requêtes par seconde en une minute, ben en 60 secondes, je peux avoir 6000 exécutions de lambda simultanées. Là, vous allez me dire, mais en fait, Sébastien, ça ne fait pas 60 000. Mais si, parce qu'une fonction de lambda ne dure pas, l'exécution ne dure pas une minute, c'est plutôt une centaine de millisecondes. Et donc, si on compte qu'une fonction lambda fait une centaine de millisecondes, je vous laisserai refaire le calcul, mais vous verrez que on est capable de supporter 60 000 requêtes par seconde en une minute avec lambda. Alors que la minute précédente, la charge était de 0. Quoi de mieux qu'une démo pour vous montrer ce passage à l'échelle? Merci. Donc, oups, je n'ai plus... Ah, c'est mieux. Merci. Donc oui, vous êtes venu quand même pour nous voir passer de 0 à 60 000 requêtes par seconde sur Lambda. On va même, voilà, on va même pousser un petit peu plus que sur une minute. Donc comment faire ça? Donc on va mettre à jour notre application, tout simplement. On va rajouter un endpoint sur notre API, et puis ce qu'on va vouloir faire maintenant, on a des produits qui sont stockés dans notre application. Peut-être qu'on va vouloir mettre à jour notre inventaire. Peut-être qu'on va vouloir vérifier la compétitivité de nos prix. En tout cas, voilà, on va vouloir ajouter une fonctionnalité à notre API. Là, on va l'appeler process item, ce qui signifie qu'on fait un traitement dessus. Le traitement lui-même n'est pas très important. On va simuler du travail parce que au niveau de notre lambda, on va aller la voir dans la console. Donc déjà, on va s'assurer d'une chose, c'est que on peut bien exécuter jusqu'à 6000 fois cette lambda en parallèle. Si ce n'est pas le cas, il faut nous faire une petite demande d'augmentation de quota. Ça s'obtient facilement, mais j'ai dû le faire moi-même sur mon compte AWS.
On vous protège un petit peu, hein, quand même, du fait de lancer des lambdas que vous ne voudriez pas lancer. Et si on va voir son code, elle ne fait rien de particulier, si ce n'est qu'elle dort pendant 100 millisecondes. Donc, ce qui revient à faire autre chose pendant 100 millisecondes, par exemple, appeler une autre API, faire des calculs. Puis ensuite, on renvoie une réponse de 100. Donc après avoir implémenté cette lambda, ben voilà, je l'ai déployée et là je l'appelle. On peut voir qu'au premier appel je mets 400 millisecondes et puis ensuite il me faut environ 200 millisecondes pour l'appeler, ça c'est depuis chez moi. Donc ça mettait environ 200 millisecondes. Si je devais lancer 6000 fois cette lambda de manière séquentielle, il me faudrait 0,33 heures, soit 20 minutes. On veut aller beaucoup plus vite que ça. Donc pour faire un test de charge, j'ai lancé une instance EC2 qui s'appelle K6 parce que je vais utiliser un outil qui s'appelle K6. Qui permet de faire des tests de montée en charge. Donc je vais sur mon instance. Voilà, ça utilise des fichiers en JavaScript. Et là, on va avoir mon scénario. On peut voir en haut que, alors je vais le surligner, mais que j'utilise K6. Et ensuite, que je vais faire une montée en charge progressive. Je compte atteindre 6000 utilisateurs dans les 60 premières secondes, puis conserver ces 6000 utilisateurs pendant 120 secondes, et ensuite, en 5 secondes, je m'arrête, et j'appelle tout simplement mon API que je viens de déployer. Donc, lançons notre test de charge. Donc pendant un peu plus de 7 minutes, je vais charger ma lambda assez fort. Donc là, j'ai évidemment légèrement accéléré, pour ne pas vous garder dans la salle pendant 7 minutes de plus. On peut voir que là, je monte à 5900 utilisateurs. J'ai un petit peu réduit parce que, évidemment, si on est pile à la limite, c'est qu'on a envie d'avoir quelques petits problèmes. Évidemment, il faut toujours prévoir un petit peu plus que ce qu'on compte consommer. Et donc ici, le résultat, c'est que j'ai réussi à faire plus de 24 millions de requêtes en 7 minutes. Et si on regarde le nombre de requêtes par seconde, je suis à 57 913. Donc évidemment, on a une montée en charge au début. Si on laissait tourner plus longtemps, on approcherait à l'infini de 60 000 requêtes par seconde. Donc on est bien monté à 60 000 requêtes par seconde au bout d'une minute. On peut le voir ici aussi dans CloudWatch. Donc là-haut, voilà, à 21h29, j'ai déjà atteint 9000 invocations. Ensuite, j'ai la courbe qui continue. Et là, on peut voir, alors attention à l'échelle, je suis directement à 5998 requêtes en parallèle. En fait, entre 21h29 et 21h30, je suis passé de 0 ici à 6000 appels en parallèle de ma lambda. Donc en une minute. Alors ça se fait tellement vite que ici ça n'apparaît pas sur ce graphique, mais je suis en une minute passé de 0 à 6000 requêtes traitées en parallèle par mes lambda. Voilà, donc on a, je pense, répondu au titre de cette présentation. Donc on avait une application il y a une vingtaine de minutes qui n'existait pas, qui maintenant non seulement existe, mais est capable de supporter une charge de 60 000 requêtes par seconde. Mais en termes de TCO, est-ce que c'est intéressant? Bien oui, pourquoi? Parce que cette application, typiquement, sur le serverless, très souvent, vous allez payer à l'usage. Donc vous n'avez pas de requête, il y a une dizaine de minutes, l'application nous coûtait 0. Quand on a eu un pic de charge, elle nous a coûté un certain prix. Quand ce pic de charge s'arrête, on repasse éventuellement à 0. On ne vous souhaite pas que vos applications soient à 0 requêtes par seconde, mais si c'est le cas, ça vous coûtera 0. Donc le paiement à l'usage permet de faire des économies. Vous avez aussi une visibilité sur les coûts. On vous fournit en serverless tous les outils pour avoir la meilleure visibilité possible sur vos coûts, parce que ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas l'améliorer. Et au-delà de ça, on a des options pour faire encore plus d'économies, notamment si vous êtes capable de prévoir la charge de votre application, en tout cas un certain montant de cette charge, vous pouvez utiliser des options d'achat pour acheter à l'avance de la capacité et payer encore moins cher. La même étude Deloitte, je vous laisserai la lire. Vous pouvez scanner éventuellement le QR code, prenez une photo. Cette étude, moi ce que j'ai trouvé très intéressant dedans, c'est que les économies de maintenance sont entre 45 et 80%, mais surtout que quand on utilise AWS Fargate, si on compare donc du container sans serveur avec du container avec serveur, on peut faire une économie de 49%. Comment ça se passe chez nos clients? Je vais laisser Laurent nous l'expliquer. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Du coup, donc Laurent Caillot, Product Owner Cloud chez EDF.
Je vais vous présenter le projet classe. Donc classe, ça veut dire l'archivage et le service dans le cloud. Et on l'a sous-titré. Ah, merci, oui, ça va être plus pratique. Le cloud au secours de l'archivage des factures. Donc il faut le savoir que chez EDF, on a une application qui s'appelle AIS, donc archivage et services. Je vais vous la présenter rapidement. Donc on a ici les clients qui viennent sur nos applications mobiles et le site client particulier, aller récupérer leurs factures. Donc pour aller récupérer leurs factures, ils passent par une brique d'échange, une orchestration, la gestion électronique des documents avec un moteur de recherche et le stockage des documents. Donc ça, c'est pour les clients. Ensuite, on a les conseillers qui eux-mêmes accèdent via une IHM de visualisation à l'orchestration pour conseiller le client lorsqu'il nous appelle et donc visualiser les factures du client, lui expliquer un peu pourquoi il paye si cher. Et puis, ensuite, on a la facturière, enfin, c'est pas ensuite d'ailleurs, c'est au démarrage, la facturière, la façonnière qui va recréer la facture et qui va ingérer et injecter, on va dire, les métadonnées dans la GED, la facture dans le stockage des documents et les métadonnées dans le moteur de recherche. Donc ça, c'est l'état des lieux, c'est de là d'où on part. Là, j'ai mis des petits triangles rouges pour dire que là, on a eu un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme problème? Vous n'êtes pas sans savoir que le 24 février, la Russie envahit l'Ukraine. 6 mois plus tard, nous, on s'aperçoit que les prix d'énergie explosent. D'ailleurs, les clients s'en rendent compte avant nous. Les clients, du coup, se ruent sur l'espace client parce qu'ils veulent aller récupérer l'intégralité de leurs factures afin de voir à quelle sauce ils vont être mangés. Et ça amène une tension sur l'accès, la disponibilité de l'application, et puis sur l'archivage des factures, bien entendu, puisqu'on a vu que c'est très lié. Du coup, qu'est-ce qu'on fait chez EDF quand ça se passe? On ouvre une cellule de crise, comme on sait faire. Et donc, on a ouvert une belle cellule de crise, parce que quand on regardait un petit peu les graphiques, on s'apercevait que, par exemple, si on prend la semaine du 5 décembre, on a plus de la moitié des clients qui n'arrivaient plus à accéder à leurs factures. Alors, le problème, c'est qu'ils n'arrivent plus à accéder à leurs factures, donc ils appellent nos centres de relations clients, ils tombent sur un conseiller, ils attendent 15 minutes parce que le centre de relations clients est blindé. Ils tombent sur un conseiller qui lui-même n'a pas accès aux factures. Voilà. Donc, grosse frustration. Et on se retrouve avec des clients qui ne sont pas contents, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, un management qui commence à s'affoler parce qu'il y a une vraie problématique qu'il va falloir régler. Donc, là, on passe à l'acte 2. On est en septembre 2022. On a créé la cellule de crise. On voit bien, les équipes techniques sont complètement submergées. Une grosse difficulté à analyser ce qui se passe, parce qu'il faut savoir que les équipes techniques on-prem, elles règlent aussi la problématique de tous les jours, la MCO, c'est-à-dire que dès que ça tombe, dès que les serveurs tombent, c'est eux qui sont à la manœuvre pour rallumer les serveurs, pour diminuer la charge, etc. Et donc, ils n'ont pas le temps de prendre du recul pour pouvoir essayer d'analyser la problématique et de pouvoir la fixer. Là, on voit bien qu'il y a une nécessité de pause. Et la question se pose de dire comment on va faire, comment on va traiter cette pause. Et il y a une idée qui arrive, qu'on essaye d'influencer un peu, et pourquoi pas sur le cloud. Et pourquoi pas mettre ça sur le cloud le temps de régler la problématique. Donc, décision est prise. Donc là, on voit bien, les équipes on-prem ont fait de leur mieux. Il y a eu de l'upgrade de matériel. Il y a eu de doublement de VM, un tuning des configurations. On voit bien que rien n'y fait. On est toujours, on voit, il y a encore des points rouges là, tout en haut. Alors même si on arrive à diminuer quand même, on a quand même quelques clients même une grande partie des clients qui accèdent à la facture, mais on a encore beaucoup de clients qui n'y accèdent pas. Donc décembre 2022, le 16 décembre, le coordonnateur transverse nous contacte. Notre équipe, puisqu'on est l'une des seules côté EDF Commerce à faire du cloud. Et on lance plusieurs ateliers en mode task force, avec un cahier des charges assez simple, comme vous pouvez voir ici. Donc, on ne veut pas travailler avec les personnes on-prem, parce qu'elles sont occupées à traiter la problématique en cours. Et l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de prendre du temps afin de prendre du recul sur les technos on-prem et de débloquer la situation. Le management a en tête une externalisation temporaire. L'idée, c'est de revenir on-prem le plus vite possible, mais de passer ce pic problématique afin de régler la solution, et parce qu'on est persuadé que le on-prem va tenir et on est en capacité de le monter.
Ensuite, un des points forts du cahier des charges, c'est de dire, enfin, on nous dit clairement, voilà, vous avez un mois parce qu'on arrive en janvier. Et en janvier, les clients vont se ruer sur l'espace client parce que c'est le bilan de fin d'année, parce qu'il y a les bilans comptables, parce que les factures, il y a certaines factures qui arrivent en janvier et qui récapitulent une grande partie de l'année. Donc là, si vraiment on a des clients qui n'arrivent pas à accéder à leurs factures, ça va être très compliqué. Et on nous dit de façon un peu moins officielle, si on peut faire moins, ce serait encore mieux. Et puis, la RSSI vient nous voir en disant, voilà, OK pour aller dans le cloud, par contre, protégeons les données avec un mécanisme d'isolation, voilà, d'exposition temporaire des factures. Donc, au vu de ce cahier des charges, nous, on se dit, voilà, bon, on ne va pas commencer à lancer des EC2. Donc, comme on a une compétence serverless, après avoir travaillé avec Sébastien notamment, on se dit, on va lancer un projet en serverless et on essaye de faire tenir la chose en un mois. Donc, on décide de réaliser une architecture serverless qu'on espère plus rapide, plus agile et plus facile à monitorer. La première pierre est posée le 3 janvier et hop, bam, la mise en service le 24 janvier, classe palier 1, très content. Le management aussi, vous imaginez. Donc, on arrive à fixer la problématique avec, on va voir tout à l'heure, rapidement, on retrouve notre AES. Donc là, on vient de supprimer, alors, je ne sais pas si ça marche, voilà, le moteur de recherche. Et puis, on voit apparaître une autre brique, là, AWS Cloud. Donc là, on a intégré le Direct Connect, qui vient juste d'arriver d'ailleurs chez EDF. Donc, on injecte les métadonnées via le Direct Connect. Et puis, on travaille avec la brique d'échange pour qu'elle accède au Direct Connect afin que les clients puissent, via une API Gateway et un DynamoDB, qui nous permet de faire de l'indexation, et du KMS forcément, de pouvoir indexer et de remplacer le moteur de recherche. Les données sont toujours, les factures à ce stade-là, la phase 1, sont toujours stockées chez EDF dans les data centers. Par contre, là, les équipes on-prem sont en capacité de prendre du recul et de travailler sur leur architecture. Là, on voit, donc, quand on regarde les graphiques, nous, on pose ça le 24 janvier, la semaine du 24 janvier. On voit que le 30 janvier, on a presque plus de rouge. Et puis, boum, après, c'est bon, ça part bien. Donc, on se retrouve avec plus du tout d'appels, en tout cas parasites, sur les centres de relations clients. Des clients qui peuvent de nouveau accéder à leurs factures à temps. Donc, tout le monde est très heureux. Alors, si on fait un premier bilan rapidement, donc, on a parlé d'agilité tout à l'heure. Nous, sur l'agilité, ce qu'on peut dire, c'est que le serverless nous a permis d'être plus rapide. Alors, ce n'est pas magique, c'est qu'on va développer le code infrastructure et le code métier, mais on n'aura pas plus. Il y a beaucoup de paramétrage à côté. Donc, il y a 20 jours de la première ligne de code à la mise en service, 15 jours ouvrés. Économique, alors tout à l'heure, Sébastien parlait c'est du facture, c'est du pay as you go. Donc, la facturation nous permet d'être plus rapide et plus économique, puisqu'on va travailler juste par rapport à ce que l'on utilise. Tout à l'heure, tu parlais de entre 45 et 85% d'économie. Alors nous, sur ce cas-là, il ne faut pas généraliser, mais on a fait 95% d'économie, puisqu'on passe d'un outillage à 260 kg sur un truc qui passe maintenant à 15 kg par an. Et puis ensuite, performant. Alors c'était vraiment le but, c'est de pouvoir permettre aux équipes aux équipes et aux utilisateurs d'accéder à nos factures, enfin leurs factures. Et donc, on a divisé par 3 le taux d'indisponibilité. Alors, 3, ça peut paraître un peu petit, mais il faut voir qu'on compare le on-prem avec du on-prem plus cloud, puisque la version classe palier 1, il y a encore un peu de on-prem dessus. Ensuite, on passe à l'acte 4. Donc là, c'est la prise de conscience. On a eu la prise de conscience, etc. Là, c'est la pérennisation de l'approche cloud. En mars 2023, l'expertise on-prem revient vers nous et il conclut à une obsolescence des briques de recharge existantes par rapport à la surcharge et à la charge conséquente qui va arriver dans les semaines et jours à venir. On voit bien que le retour arrière n'est plus possible. On a en plus un métier qui plébiscite la version cloud parce que les centres de CRC maintenant fonctionnent de façon nominale. Et le métier nous pousse à continuer dans cette voie. Donc, on se met à réfléchir non plus à une version temporaire, mais à une version pérennisée, avec un stockage, pour le coup, sur le cloud des factures. Donc, pour ça, la RSSI nous demande de nous conformer à l'utilisation du cloud HSM sur l'architecture. Et donc, en mars 2023, on lance le palier 2, et en novembre 2023, on a mis en place
met en place du palier 2 de classe. Donc, qu'est-ce que c'est ce palier 2? On reprend notre architecture qu'on a vue tout à l'heure. Et puis là, maintenant, on supprime le stockage des documents et le moteur de recherche. Et puis, on va les remettre en haut, du coup. On va se retrouver avec l'application mobile et le site des clients particuliers qui, eux-mêmes, vont aller chercher leurs factures via de l'URL présigné, donc via un CloudFront, dans la zone de stockage AWS. Là, on est sur c'est ce qu'on a actuellement, on est sur 1 an de factures qui sont stockées. On n'a pas toutes les factures pour l'instant. Et puis, tout ça est chiffré via le Cloud HSM. Ensuite, voilà, c'est la suite, c'est ce qui est en cours à l'heure actuelle, ce sur quoi on travaille actuellement. C'est l'ensemble de l'archivage sur le cloud, donc décembre 2023, on espère finir en décembre 2024. Donc on retrouve notre schéma d'archi qui s'est grandement, on va dire, simplifié. Voilà, on a tout supprimé. On va pas... Donc on est en train, donc là pour l'instant, on a bien vu un moteur de recherche, stockage des documents, et l'idée c'est de continuer à migrer tout ça sur le cloud. En tout cas, toutes les briques pour que ça soit le plus simple possible. Et on va retrouver du coup les conseillers qui avant utilisaient l'IHM de visualisation, qui maintenant vont l'utiliser au travers du cloud AWS. Voilà. Et puis la façonnière, on voit bien l'injection se fait directement de la façonnière dans le Direct Connect pour intégrer les documents et les métadonnées. Si on résume un peu, donc in fine, en décembre 2024, on aura 1,5 milliard de documents qui seront stockés sous cette nouvelle infrastructure. 1,4 million d'appels par jour en moyenne. Donc 400 000, c'est sur des téléchargements de factures, et 500 000 documents par jour. Et donc c'est grâce à cette architecture serverless qu'on est en capacité de réaliser ça actuellement. Merci à vous. Merci Laurent pour ce témoignage. J'espère que cette session vous aura, si vous ne faites pas encore de serverless, vous aura convaincu au moins de vous y intéresser. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de vous sentir un petit peu seul, parce qu'on a aussi une étude qui montre qu'aujourd'hui, on a 85% des entreprises qui utilisent ou prévoient d'utiliser le serverless d'ici 2 ans. Si on prend les entreprises qui n'ont pas de plan d'adoption du tout, qui ne s'y intéressent pas du tout, elles seront seulement 7% dans le monde à ne pas s'intéresser au serverless d'ici 2 ans. Donc le serverless, intéressez-vous-y. On a un philosophe qui est aussi un acteur qui a dit que sa devise, c'est de toujours se recréer. Il faut se recréer pour recréer. A better you. Et ça, c'est très dur. Et c'est très facile en même temps. Je vous laisserai chercher la référence de ce philosophe, mais je voulais mettre cette citation pour vous dire encore une fois que je vous suggère fortement de vous intéresser au serverless, et que si vous ne savez pas par où commencer, pour vous recréer, ça va être peut-être un petit peu difficile, mais ça peut être aussi très facile. Et notamment, je pense que vous avez vu ce slide plusieurs fois dans la journée, vous avez sur le site AWS toutes les ressources qui vous permettent de démarrer sur le serverless, de commencer à vous former, et vous pouvez même gagner des badges, ce qui vous permet de montrer au monde entier que vous maîtrisez les technologies AWS. J'espère que vous vous intéresserez au serverless, que cette session vous a plu. Si c'est le cas, merci de nous mettre 5 étoiles. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, donnez-nous un feedback, c'est très important pour nous, pour qu'on puisse justement améliorer cette session. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de Summit.